Et si les actions n'étaient finalement pas si chères que cela, contrairement à tout ce qu'on entend, tous les Cassandres qui nous disent qu'il y a une bulle sur les marchés actions, c'est le point de vue, c'est le sentiment de François-Xavier Chauchat, chef économiste de Dorval Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bon, les indices boursiers sont bon marché haut et après 10 ans de marché haussier, pas sûr que tout le monde va vous croire là. Hein. Oui, c'est vrai, il y a un argument qu'on entend souvent, c'est comment se fait-il que les marchés actions, on l'a vu encore depuis plusieurs mois, résistent aussi bien, alors qu'on parle de récession, de guerre commerciale, de risque populiste, tout ce que vous voulez, le Brexit. Et bon, c'est vrai, mais on peut renverser l'argument d'une manière très, très simple. Mais pourquoi les actions ne sont-elles pas beaucoup plus chères maintenant que les taux sont négatifs? Pourquoi tout le monde ne se précipite pas pour acheter des actions alors que les taux à 10 ans en France sont négatifs, mais même à 30 ans en Allemagne? C'est vrai qu'on achète de l'immobilier. Les gens se précipitent pour un certain nombre d'actifs réels, l'immobilier, le private equity. On parle comme un des mortels, mais en tout cas les investisseurs. Beaucoup de gens qui ont un peu d'argent, ils vont là-dedans. Mais les actions, non. Pas question. Et c'est étonnant parce que si l'argument qu'on entend très souvent, les banques centrales soutiennent artificiellement les actifs financiers. Voilà. Les banques centrales soutiennent artificiellement les cours, ça c'est un argument qu'on entend souvent. Si c'était vrai... Pas directement, parce qu'elles n'achètent pas des actions. Ah si, au Japon elles le font. Ah au Japon. La Banque du Japon achète des actions massivement. C'est quand même dingue. Et c'est très intéressant parce que la Banque du Japon, son argument écrit, c'est qu'elle veut faire baisser la prime de risque des actions. La prime de risque, c'est l'écart de rendement. Donc elle veut faire monter la valorisation des actions. Le rendement attendu par les investisseurs. C'est toujours cette logique. C'est la politique monétaire actuelle, c'est de conduire les gens à prendre des risques. C'est ça l'idée. Pour les sortir, ça marche pour le crédit. Les gens achètent des obligations d'entreprise, ils achètent des junk bonds, ils achètent du private equity, ils achètent de l'immobilier, mais ils ne veulent pas des actions. Et ce qui est incroyable, c'est qu'alors que la Banque du Japon est la seule à acheter des actions, le marché japonais est le moins cher du monde développé. Voilà, contre-exemple parfait. Voilà. Et donc on se dit quoi? Donc, comment on arrive au raisonnement pour se dire finalement, sur tous les actifs financiers, les actions, finalement, c'est le moins cher. C'est le moins cher. Comment vous arrivez à cette conclusion-là quand d'autres vous disent non, les marchés sont surévalués, etc., etc. Alors en fait, on peut regarder par exemple les fameux PER, c'est-à-dire les rapports cours-bénéfices. Depuis 20 ans, ils sont à peu près plats. On a un graphe d'ailleurs, on va le sortir, parce que juste avant le direct, ils nous ont envoyé, François-Xavier, son petit graphe. C'est important de le regarder parce qu'il est assez éclairant. Voilà. On voit quoi? C'est les PER, c'est en rouge, c'est la courbe qui est en rouge. Rapport cours-bénéfice. Voilà, cours sur bénéfice. On voit que depuis 20 ans, ça oscille entre, sauf crise de 2008, entre 12 et 16. Voilà, c'est 14,75 la moyenne. Donc ça veut dire que le rendement des actions, qui est l'inverse de ça, est autour de 6,75 en moyenne. Voilà. Mais pendant ce temps-là, les taux longs se sont écroulés. Courbe bleue. Voilà. Moyenne des taux à 10 ans, Allemagne, États-Unis, effectivement. Voilà. Oui, c'est la baisse des taux, c'est le bull market sur le marché obligataire. On a perdu 5 points. On est passé de 6. Et pourquoi il vous choque? On en a parlé un peu en préparant l'émission parce que ce n'est pas simple comme sujet. Mais pour vous, on aurait dû avoir un effet miroir entre la courbe bleue et la courbe rouge? Alors, en théorie? Il faut d'abord tester la croissance. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt peuvent n'avoir aucun impact sur la valorisation des actifs, c'est si les gens révisent la croissance attendue des bénéfices autant que les taux baissent. C'est un bout d'explication possible. C'est un bout, oui. Il y a moins de croissance, moins de taux d'intérêt plus bas, et donc la croissance des profits à venir est. Je suis d'accord avec vous. On va faire un scénario pessimiste. On va dire que depuis 20 ans, la croissance potentielle de l'économie a baissé de 1 point, c'est très pessimiste, et l'inflation tendancielle a baissé de 1 point. 2 points en tout. Voilà. Ça ne fait pas les 5 points de baisse des taux. On a un petit tiers du chemin qui est expliqué. Ça veut dire qu'en fait, si on fait l'écart entre les taux et la croissance, on a une envie d'acheter des actions, normalement, qui devrait être beaucoup plus forte. Et donc, on devrait avoir, selon vous, en théorie, des PER plus élevés avec des taux aussi bas. Selon les théories classiques, non. Donc, ça veut dire que la prime de risque, qu'on appelle la prime de risque des actions, qui est l'écart entre le rendement des actions et le rendement des taux. Le rendement attendu par les investisseurs pour acheter des actions. Cette prime de risque ne fait que monter. Alors, comment on explique ça? Alors, et pourquoi ça serait il faut interpréter, et là, on s'aventure dans le terrain de l'interprétation. Donc, je vais tenter 3-4 explications. Allez. Première explication possible, qui est, je crois, assez avérée, c'est que les réglementations, vous savez, alors solvabilité de BAL 3, les assureurs, les fonds de pension, les banques, eh bien, tout est fait pour dissuader. Tout est fait pour dissuader les institutionnels d'acheter des actions. Pourquoi? Parce que ce qui est puni, c'est quand vous avez un actif volatile. Or, la volatilité des actions par essence même plus forte que n'importe quel actif, eh bien… La réglementation pousse à ne pas prendre de risque. À ne pas prendre ce risque-là. Ce risque-là. Les risques, oui, mais pas la volatilité. La volatilité est punie.
D'accord ? Et ça, c'est un peu mystérieux. Il y a des gens qui ont d'ailleurs soutenu que cette façon de penser était très dangereuse parce qu'elle amenait les assureurs et les banques à prendre d'autres risques. Obligataires. Obligataires ou autres, n'importe quel risque économique. Mais tant que ce n'est pas volatile, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est un peu absurde. Confondre volatilité et risque est tout à fait absurde. La volatilité est un des risques, mais il y en a plein d'autres. Donc déjà, cette réglementation qui est en place depuis 2008-2012, ça a été progressive. Punit les assureurs. Et qui ne donne pas le sentiment qu'elle va changer. Non, ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Deuxième explication, qui est très puissante, les gens qui ont beaucoup théorisé la prime de risque disent qu'il y a certainement une explication du côté de ce qu'on appelle, vous savez, le black swan, c'est-à-dire tout d'un coup un événement très rare 2008. Qui arrive une fois tous les 150 ans, où tout d'un coup vous perdez 50% de votre portefeuille. C'est arrivé il y a 10 ans, c'est arrivé et il y a les 10 gens ans. s'en souviennent encore et aujourd'hui. les gens s'en souviennent. Donc il est possible que ce souvenir soit un frein majeur, surtout que là, les gens parlent de récession, tout ça, ils disent non, moi je ne veux pas perdre 50%, donc je n'investis pas, quel que soit le prix. Bah, c'est arrivé en même temps. C'est arrivé, donc voilà, c'est l'effet psychologique. Troisième explication, un effet d'ancrage. Alors l'effet d'ancrage, ce serait l'idée qu'il est très difficile, ou en tout cas très progressif, pour aller de taux bas à une baisse des rendements réels dans l'économie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris des habitudes. Ils pensent que 15, disons, c'est un PER normal, et c'est leur souvenir, et donc ils s'ancrent là-dessus. Ou, par exemple, on le voit dans le private equity. Il y a beaucoup d'argent qui va dans le private equity, mais la valorisation monte très, très lentement aussi. Donc, il y a un effet, mais voilà, les gens sont ancrés dans ce monde des actifs réels. Valoriser une entreprise, ils ont du mal à appliquer ce que les banques centrales veulent absolument voir, c'est-à-dire une hausse. Mais elles ont échoué parce que la réglementation, je pense que c'est d'ailleurs l'argument le plus fort. La réglementation qui ne pousse pas les investisseurs. C'est sûr. Mais il y a aussi un ancrage, on le voit dans le private equity. Il y a un ancrage, les gens sont réticents à faire déborder, si vous voulez, le vase des taux d'intérêt négatifs vers la valorisation. Mais c'est une forme d'échec de la part des banques centrales qui ont tout fait pour pousser au risque, enfin encore une fois, notamment actions, enfin investir dans l'économie réelle, et pour le coup ça ne marche pas. C'est un échec. Enfin oui, non, parce que les marchés ont doublé en 10 ans. Alors, ce n'est pas un échec. Parce que ce qui marche avec les banques centrales, c'est qu'elles ont réussi à solvabiliser l'État. Elles ont réussi à faire en sorte que les gens achètent des obligations d'entreprise. Donc il n'y a plus de problème de financement des entreprises qui se financent très peu cher. Elles ont réussi aussi à ce que les assureurs ou les banquiers prêtent directement à l'économie. Ça marche. Donc non, on ne peut pas dire qu'il y a un échec. En revanche, il y a une résistance, il y a un îlot de résistance qui est le marché des actions et la valorisation des entreprises, où là, il y a une résistance très grande des acteurs, pour diverses raisons qu'on a mentionnées, à venir intégrer des taux durablement bas dans le retour sur investissement. Ce que vous nous dites, c'est que les actions ne sont pas chères dans l'absolu, et là on se dit que ça la provoque, ou ne sont pas chères en relatif En absolu, elles sont normalement valorisées du point de vue historique, mais comment se fait-il, puisque les gens parlent de taux bas très longtemps, le 30 ans allemand est négatif. Ça veut dire que les taux d'intérêt resteraient négatifs pendant 30 ans. Si les taux d'intérêt restent négatifs pendant 30 ans, pourquoi réclamer toujours la même rentabilité du capital? C'est étonnant ça. Mais ça, c'est un grand enjeu pour les banques centrales, c'est aussi un grand enjeu pour les investisseurs. Parce que ça veut dire que moi, je comprends les peurs des gens aujourd'hui, les récessions, les risques politiques, le Brexit, c'est tout à fait compréhensible. D'autant qu'une récession aurait un impact mécanique négatif sur les profits à venir. Et voilà. Tout ça, je comprends. Mais si on regarde à plus long terme, d'abord, si vraiment ils ont peur de la récession, pourquoi acheter du private equity? Acheter des entreprises parce qu'elles ne sont pas en bourse, ça serait plus solide? Pas du tout. Vous pouvez tout perdre. Donc déjà, un premier mystère. Et puis, deuxième mystère, c'est que je pense qu'il y a un moment où cette prime de risque, cette tension entre les taux négatifs et le PER, toujours le même des actions, va finir par faire bouger les portefeuilles. Parce que c'est une aberration, c'est quelque chose d'anormal d'avoir des PER au même niveau, c'est la conclusion, avec des taux qui sont durablement soit les taux remontent vite, auquel cas, on aura eu raison de ne pas réactualiser, mais ce n'est pas le sens. Donc il y a bien un moment où les actifs réels d'entreprise, et surtout les actions, vont devoir prendre en compte votre conclusion, ce qui tempête sous votre crâne, là, c'est qu'on était à l'aube d'une flambée ou d'une forte hausse des marchés actions? Ça veut dire que je pense que si les risques économiques, ce qui n'est pas du tout certain, si les risques économiques se calment, ce qui n'est pas au programme visiblement tout de suite, ça veut dire qu'il y a un potentiel très très fort de réactualisation des prix des actions. Peut-être que les gens ne réclameront plus 15 en moyenne pour les PER, mais 20. Ce n'est plus les mêmes prix pour les actions. Voilà.
Voilà, en tout cas, voilà, c'était le point de vue assez intéressant et on voulait en parler avec vous. François-Xavier Chauchat, donc, chef économiste de Dorval Asset Management. Merci beaucoup. Merci.